Donc le sujet d'aujourd'hui va traiter de la rhinopneumonie et on va voir ensemble ce que nous a appris donc la crise de Valence. Alors je vais vous présenter pas mal de résultats et dans le domaine de la recherche, hein, on ne fait rien tout seul, donc je tiens avant cette présentation à remercier les personnes qui m'ont permis de réaliser ce diaporama. Donc bien évidemment l'ensemble des équipes de l'ABO, et vous voyez mon équipe sur la gauche. Et je travaille sur le site de Normandie Étine Vallée, où vous avez une petite vue sur la droite, et peut-être que certains d'entre vous sont venus nous rendre visite lors des Equidays qui ont lieu dans le Calvados tous les 2 ans, et donc nous avons des portes ouvertes. Je tiens à remercier également différents collaborateurs, que ce soit au niveau international comme le Dr Romain Payot à l'université de Wrightle ou à l'Irish Equine Center en Irlande avec le professeur Anne Cullinan et Marie Garvey, des collègues de l'école vétérinaire d'Oniris, le professeur Anne Courrousset, mais également le professeur François Merins et Aude Bonassi, mes collègues et voisins du RESP, le docteur Christelle Marcy-Hôpitel et Coralie Lupo, des financeurs bien évidemment, la filière essentiellement avec les fonds éperons, l'IFCE, la région Normandie, et bien sûr les éleveurs, les entraîneurs et les vétérinaires, parce que je vais vous présenter des résultats de terrain, et sans l'ouverture, l'accès à des échantillons, à des échanges quotidiens avec le terrain, on ne peut pas répondre à des problématiques de terrain si on ne va pas voir ce qui se passe sur site. Donc, pour revenir brièvement sur ce qui s'est passé, ça fait 1 an, comme je le disais, c'était en janvier-février 2021, où un virus équin a volé la vedette au SARS-CoV-2. Alors ça faisait peut-être du bien quelque part de parler d'autre chose que du Covid, mais je pense que tout le monde s'en serait bien passé au niveau de la salle, puisque un foyer important de rhinopneumonie a vu le jour en Espagne et qu'il a suscité de nombreuses inquiétudes. Comme on peut le voir, il suffit de taper sur Google rhinopneumonie Valence Espagne et on voit tout de suite apparaître au-delà du foyer de rhinopneumonie, des mots inquiétants comme une inquiétante pandémie, une situation préoccupante, une épidémie meurtrière. Donc voilà, au moment où on était dans le vif du sujet, c'est vrai que c'était une situation qui était inquiétante et on va essayer de regarder 1 an après un petit peu ce qui s'est passé. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, je vous propose brièvement, je ne vais pas faire du tout un cours de virologie, mais de vous présenter le virus qui est responsable de cette maladie qu'on appelle la rhinopneumonie. Et en fait, il s'agit de 2 virus qui sont des herpès virus équins, l'herpès virus équin 1, qu'on appellera HVE1, et l'herpès virus équin 4, qu'on appellera HVE4. Et on va se focaliser sur l'herpès virus équin 1, qui est responsable des formes nerveuses qui ont sévi à Valence, mais également, comme on va le voir, de formes respiratoires et abortives. Donc ce virus est un virus respiratoire, mais pas seulement, et comme tous les virus respiratoires, donc il sévit au niveau du tractus, la respiratoire, en infectant les chevaux. Il va se multiplier au niveau des cellules et cette multiplication et le passage de cellule en cellule va faire que ce virus est un virus contagieux puisque le cheval va pouvoir excréter à son tour le virus et contaminer les chevaux au contact. Mais une des particularités de cet herpès virus, c'est que le virus va ensuite être transféré au niveau de la circulation sanguine et disséminé, comme on va le voir, au niveau de l'organisme du cheval. Donc c'est un virus à ADN qu'on dit double brin, il est endémique, ça veut dire qu'on le retrouve partout sur la planète, avec une exception au niveau de l'Islande, et on admet aujourd'hui que c'est un des pathogènes majeurs qui entraîne des pertes économiques vraiment importantes dans la filière. Je le disais, c'est un virus qui est un virus donc respiratoire. Euh, Excusez-moi, je joue avec le pointeur. Voilà, un virus respiratoire qui va infecter les chevaux et, comme je le disais, qui peut disséminer au niveau de l'organisme. Et une fois qu'il passe au niveau de la circulation sanguine, le virus peut migrer au niveau du tractus génital chez la jument et entraîner donc des avortements. Mais il peut aussi migrer au niveau des aspects de la colonne vertébrale au niveau nerveux pour entraîner des formes dites nerveuses qu'on appelle des myéloencéphalopathies. Et une des particularités, on va le voir, c'est que ce virus, on peut le retrouver également à l'état latent, ce qui veut dire qu'il sera présent chez le cheval tout au long de sa vie.
On peut faire le parallèle avec ce virus que certains peut-être d'entre vous ont contracté au cours de leur vie et qui est responsable du bouton de fièvre chez l'homme. Et on voit que lorsque l'on est fatigué ou qu'on a un stress particulier, on peut réactiver ce bouton de fièvre. Et la mauvaise nouvelle, c'est que comme le cheval, on ne pourra pas s'en débarrasser. Donc, la forme nerveuse, on peut voir sur cette diapositive qu'il y a différents signes cliniques, ce qu'on appelle l'ataxie, la parésie, c'est une difficulté pour le cheval à se mouvoir normalement au niveau des membres le plus souvent postérieurs, de l'incontinence urinaire qui peut amener à être obligé d'avoir une sonde pour, soulager donc les chevaux et ce qui est assez spectaculaire, c'est quand on a une paralysie complète qui peut malheureusement conduire à l'euthanasie de l'animal et l'étape, avant pour essayer de sauver le cheval, c'est d'arriver à l'immobiliser, mais à le maintenir debout, soit dans des systèmes comme on peut voir à gauche de sling, c'est dans un hôpital canadien avec cette photo qui m'a été envoyée par le professeur Lévy, ou à droite avec les moyens du bord, photo envoyée par Pierre Tritz qui anime le groupe neuro au sein du RESP et qui a pu sauver ce cheval en le maintenant debout. Et on admet dans la littérature que si on arrive à maintenir le cheval debout, dans 50% des cas, on pourra le sauver. Mais c'est vraiment très très important. Le virus reste également la première cause infectieuse d'avortement dans le monde. Là, j'ai mis un petit tableau avec des données qui ont été issues d'une étude entre le RESP et l'ABO, où on peut voir au niveau des échantillons respiratoires que nous avons reçus donc, sur cette année de référence en 2013, que le virus était détecté 2 fois au cours de cette année, avec 16 avortements. Ce sont les virus qui ont été isolés à partir de tissus d'avortons. Et si vous regardez l'HVE4, eh ben, on voit que c'est totalement l'opposé. On a une très grande proportion de virus détectés au niveau des échantillons respiratoires, alors que, comme ce qui est décrit dans la littérature, l'HVE4 n'est pas un abortif majeur, on l'appelle abortif sporadique, ça n'intervient que 1 à 2 fois par an en ce qui concerne le territoire français. Et ça illustre bien la nouvelle classification qui avait été faite par Davison, qui donnait le nom de virus abortif pour l'HVE1 et de virus de la rhinopneumonie pour l'HVE4, même si ça peut prêter à confusion, parce que dans le langage courant, on parle toujours de la de la rhinopneumonie pour l'ensemble de ces différentes expressions de la maladie. Alors on parlait de la latence, et la latence, c'est quelque chose de particulier pour les herpès virus, que ce soit les herpès virus équins ou humains. Et si l'on voit ce cheval ici, qui est un cheval adulte, qui a contracté le virus dans sa vie, à un moment donné, comme je le disais, il peut réactiver le virus. Ce virus va donc migrer jusque la sphère respiratoire. Il va pouvoir contaminer le plus souvent des jeunes poulains qui n'ont jamais rencontré le virus, qui vont faire une forme respiratoire heureusement la plupart du temps qui ne sera pas grave, mais ce jeune poulain en grandissant va donc avoir lui à son tour également du virus à l'état latent et pourra réactiver ce qui entretient ce cycle de ce virus au sein de l'animal. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas éradiquer la maladie, donc quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Alors apprendre à mieux vivre avec, davantage de prévention, ça c'est important, on en parlera, limiter la propagation du virus en particulier, et puis toutes ces notions que je vais évoquer de biosécurité, la vaccination, les antiviraux. Mais pour cela, il faut bien connaître la maladie. Alors c'est peut-être la diapositive la plus technique, mais je vais essayer d'aller doucement pour vous la présenter. C'est une diapositive, excusez-moi, c'est le pointeur qui me pose un petit souci, et j'ai vraiment besoin voilà, d'avoir accès pour vous la présenter. Donc sur cette diapositive, c'est le résultat d'une étude après une infection expérimentale. Donc vous avez ici sur la ligne du bas, la ligne des abscisses, les journées post-infection, c'est-à-dire que l'infection a eu lieu à J0 et on a suivi le cheval jusqu'au 21e jour. On l'a suivi en prenant sa température, c'est sur cet axe-là et ce sera la courbe rouge, et en mesurant la charge virale chez le cheval, soit au niveau nasal, ce sera la courbe bleue, soit au niveau sanguin, et ce sera les histogrammes orange. Alors que nous montre ce que nous montre ce graphe? Tout d'abord la température. On voit que l'évolution de la température, c'est très rapide. Quand le cheval est infecté, la température augmente très très vite dans les 2-3 premiers jours,
avec une montée qui peut aller jusqu'à au-delà de 40, 40,5, atteindre 41 certaines fois. Et puis, vous voyez, on a une chute relativement rapide au bout d'une semaine, avec un pic classique chez certains virus, et au bout d'une dizaine de jours, la température a disparu. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde et qu'on mesure la quantité de virus présente au niveau nasal, donc ça se fait par prélèvement sur écouvillon et un test PCR qui est réalisé ensuite, et ben, vous voyez que le résultat de la charge virale dans les écouvillons suit exactement cette courbe de température. Et donc, ça souligne deux choses. Déjà qu'on peut suivre la charge virale au bout du nez du cheval avec un test PCR et voir l'importance, mesurer la quantité de virus présent, mais surtout, lorsqu'on parle de prise de température 1 à 2 fois par jour dans un foyer, on comprend aisément en voyant ces courbes l'importance de l'information que peut donner cette prise de température. Et c'est extrêmement important et c'est peut-être ce qui a manqué en partie au début dans le foyer de Valence et on y reviendra. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il faut adapter le prélèvement puisque le prélèvement sanguin, vous voyez, on détecte dans le sang, mais beaucoup plus tardivement les virus. On détecte rien lorsque la température est maximale. Et la dernière chose que nous montre cette figure, c'est que on a l'apparition des signes respiratoires au bout de 1 à 2 jours après infection, mais que les signes neurologiques, eux, ne vont apparaître qu'au bout d'une semaine à peu près. Et que l'apparition des signes neurologiques est en plein dans la descente de la charge virale, donc ça devient de plus en plus compliqué de détecter la présence du virus au bout du nez, surtout si vous avez la visite du vétérinaire 1 à 2 jours après. C'est pas toujours évident au début de détecter ces signes neuraux. Et donc on s'aperçoit qu'on peut arriver à une charge virale qui est faible et qui peut être difficile à détecter. C'est pour ça qu'il est important de faire appel à des laboratoires experts de façon à pouvoir détecter face à ces formes nerveuses des charges virales qui sont faibles. Et donc, je reviens également sur l'intérêt majeur de la prise de température dans le suivi d'une épidémie. Alors, comment lutter maintenant contre la rhinopneumonie? Donc, on a des mesures sanitaires sur le terrain avec les soins vétérinaires, l'isolement des chevaux, la désinfection du matériel, et je vous donnerai à la fin de la conférence comment aller voir sur le site du RESP exactement quelles sont ces mesures. On vient d'évoquer le diagnostic avec le dépistage par PCR, on parlera un peu du suivi moléculaire. Je reviendrai longuement sur la vaccination dans les dernières diapositives et je laisserai la porte ouverte à des questions par rapport au traitement, puisqu'il n'y a pas de traitement commercialisé à ce jour, mais des études sont réalisées, en particulier au sein de notre laboratoire. La pièce manquante peut être la biosécurité. Alors si on revient sur l'épisode de Valence, voilà, je vais vous montrer en quelques chiffres, un an après, où on en est. La FEI a annulé donc les événements dans 11 pays européens entre le 1er mars et le 11 avril. Il y avait 850 chevaux sur site, 114 ont présenté des signes cliniques ou un test PCR positif. Au final, 30 sites ont été répertoriés en Europe, 18 chevaux sont morts ou euthanasiés à la suite de cette crise, 10 pays européens touchés et 12 pays ont stoppé les événements. Donc vraiment, une crise majeure comme on n'en avait pas connu depuis longtemps avec ce virus. Donc l'origine de la crise, voilà une question intéressante, mais il y a des questions qui vont probablement rester sans réponse. C'est-à-dire, est-ce que l'origine de la crise, c'est une réactivation virale? On a parlé de la latence tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de l'introduction d'un cheval malade? Donc tout ça pour trouver le cas index. Ces questions, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. À l'inverse, il y a des questions qu'on a commencé à élucider et je vais démarrer par vous présenter la question à propos de la souche, où on a beaucoup parlé d'une souche très virulente et donc on a pu réaliser des travaux par rapport à cette souche, puisqu'au laboratoire, la première chose qui a été faite, ça a été de bien isoler l'agent pathogène pour bien voir qu'il s'agissait d'un herpès 1 responsable de cette crise. Mais ensuite, nous avons réalisé des études de biologie moléculaire, de typage et de séquençage pour en connaître un petit peu plus sur la souche incriminée. Alors dans notre jargon, on s'est aperçu qu'elle faisait partie de la souche 410, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était une souche qui était déjà proche de souches qui circulaient et qu'on n'était probablement pas face à une souche particulièrement virulente. On a également réalisé au laboratoire des études en culture de cellules pour étudier la virulence de cette souche. Les travaux sont actuellement encore en cours, mais il s'agit probablement d'une souche qui est classique et on verra que d'autres paramètres sont intervenus pour expliquer l'importance de cette crise.
Également, ce que j'ai appelé un petit bonus, c'est nos étudiants, en thèse au laboratoire ont permis la mise en place d'un outil de suivi de ce variant sur le terrain. Le variant qu'on a appelé Valencia, qui a fait l'objet d'une publication dans un journal de très bonne facture au niveau international. Et c'est vrai que d'avoir un outil, pour suivre ce variant spécifiquement, c'était intéressant parce que parallèlement à cette crise de Valence, il y avait d'autres foyers de HV1 sur le terrain en Europe et c'était bien évidemment très intéressant de voir s'il y avait des liens ou non avec cette souche de Valence. Donc la conclusion, c'est que la souche ne semble pas présenter une virulence particulière. Alors on va s'intéresser maintenant aux aspects de biosécurité. Donc, quelques éléments d'épidémiologie descriptive. On a vu qu'il s'agissait d'un événement avec un grand nombre de chevaux, donc 450 bols sous une même tente. Les chevaux étaient vraiment, on a eu des informations avec la présence sur site du professeur Anne Courroucet de l'école vétérinaire de Nantes, qui a rapporté que les chevaux étaient vraiment les uns sur les autres, qu'il n'y avait pas de lavage ou de désinfection. Les bols s'étaient séparés de 3 mètres. On admet aujourd'hui qu'on peut avoir des contaminations jusqu'à 4 à 5 mètres au niveau respiratoire. Également, pas de ventilation, pas de contrôle des chevaux à l'arrivée, pas d'examen clinique, pas de prise de température. On a vu l'importance de l'information que ça peut produire. Pas de recommandations spécifiques sur le plan sanitaire, pas de plan de circulation, pas de pédiluve. Donc il manquait vraiment, vraiment beaucoup de choses, alors que, il existe des systèmes aujourd'hui et on a, sur la plateforme de Normandie Equivalait une start-up qui s'appelle Equiwise qui a commercialisé un système qui s'appelle Isobox qui permet de faire face très vite, de prendre des mesures en installant tout ce qui a manqué ici, les pédiluves, les gants, le système de marquage. C'est un petit peu l'extincteur qu'on peut avoir à côté de soi quand on en a besoin. Et c'est vrai que là, tout cela a vraiment lourdement manqué à Valence en Espagne. Alors, si je fais un petit parallèle avec le Covid, c'est que on s'aperçoit que si la biosécurité, comme je l'évoquais là, n'est pas un outil miracle, c'est une solution qui est pragmatique et qui est efficace. Et donc, ce petit schéma qui a circulé au moment de la crise du Covid, qui est là pour démontrer qu'une mesure seule souvent ne suffit pas, mais que c'est la somme de beaucoup de mesures qui permet de stopper la circulation du virus. On va reconnaître chez le Covid le port du masque, évidemment pas adapté chez le cheval, mais on pourra trouver évidemment des éléments comme le tester, tracer rapidement, on va retrouver la quarantaine, la vaccination, des tas de points sur lesquels je ne vais pas m'étendre plus aujourd'hui, mais que vous pouvez retrouver dans la présentation, mais vous montrer que tout cela, on le connaissait déjà un petit peu, puisque George Allen, qui a été un des chercheurs qui a le plus apporté d'informations sur ce virus, qui travaillait au Gluck Equine Research Center aux États-Unis, avait déjà publié ce petit schéma avec les différents éléments de stratégie de prévention et de contrôle sanitaire pour lutter contre ce virus, parmi lesquels on retrouve la vaccination sur laquelle je vais revenir, mais surtout la gestion en petits lots de chevaux. Et ces lots ne sont pas faits au hasard, ces lots sont faits à partir d'informations sur la présence ou non du virus, ce qui nécessite les tests PCR. Et on retrouve ce triptyque testé, tracé, isolé, qui est très important, avec les mesures de quarantaine et derrière la gestion des petits lots qu'on va remettre progressivement au sein du haras dans les différents sites. Depuis, on s'est aperçu également de l'importance de la désinfection des box, des camions, et en particulier avec les nouvelles données qui concernent la survie du virus dans l'environnement, sur laquelle je vais vous donner quelques informations brèves. Des études ont montré que le virus peut survivre dans différentes conditions pendant plusieurs jours, alors dans différentes conditions de température. Et on a réalisé au laboratoire, avec une collaboration avec le professeur Meurins de Oniris à Nantes, une étude où on a pu montrer la survie du virus dans de l'eau à 20 degrés pendant 14 jours. Et il s'agit bien de survie du virus par une méthode de culture cellulaire et non pas la présence d'ADN détecté par PCR. C'est vraiment une différence importante, puisque là on parle de virus infectieux. Et si ce n'a pas été montré pour le variant de Valence, on a eu un cas qu'on a cherché à élucider, où un cheval qui n'avait aucun lien avec la crise de Valence était détecté positif avec ce traceur qu'on avait mis en place qui nous montrait que c'était bien la souche Valence. Le seul lien qu'on a pu trouver, c'est la présence un jour après dans un box de ce cheval, après qu'un cheval de retour de Valence et donc porteur de la souche ait été présent dans ce box. Donc on suspecte vraiment une contamination à ce niveau-là par une contamination qu'on va appeler environnementale.
Et donc on s'intéresse à cette survie du virus dans l'environnement et ça fait l'objet de la thèse de Camille Normand au laboratoire et je remercie au passage nos financeurs, l'IFCE et les fonds éperons qui permettent de financer ces travaux éminemment importants pour le terrain. Donc, pour terminer, je vais terminer par 3 diapositives qui concernent la vaccination, un moyen de prévention donc, comme je le disais, très important. Donc la vaccination, son but, c'est d'augmenter le taux d'anticorps contre ces virus. Elle réduit l'infection et l'expression virale et ça, c'est clairement démontré et on a réalisé, récemment, avec des collègues au laboratoire, une infection expérimentale où on a pu à nouveau, voir l'importance de cette réduction de l'infection et de l'expression virale. Il est admis, et des études l'ont montré, qu'elle est à l'origine, cette vaccination, de la réduction de ces vagues d'avortements qu'on appelait les abortion storms, qui pouvaient entraîner jusqu'à 20-30 avortements dans un site. Et on voit des retours dans certains pays qui n'ont encore pas mis en place cette vaccination, des pays émergents où ce type de vague d'avortement est encore décrit. Alors, à l'inverse, on a peu ou pas d'impact sur la phase de virémie que je vous ai décrit tout à l'heure, et des points d'amélioration du vaccin concernent les formes secondaires, et en particulier la forme nerveuse, puisqu'on n'a pas de protection démontrée aujourd'hui contre l'encéphalomyélite, mais il faut savoir que le fait de ne pas l'avoir démontré vient en grande partie du fait qu'on n'a pas de modèle pour pouvoir démontrer l'action du vaccin aujourd'hui sur cette forme. Et donc, le manque principal aussi, c'est que ce vaccin ne prévient pas l'établissement de la latence ou de la réactivation du virus. Donc, des limitations, mais un outil qui demeure essentiel. Alors, face à cela aussi, pourquoi un cheval bien vacciné peut être infecté? Eh ben, tout simplement parce qu'il peut s'agir de points en relation avec le virus, une question de dose infectieuse, une question de virulence du virus. Ça peut être lié aussi à la performance du vaccin, il y a un bon contrôle des lots, mais ça peut être lié à l'animal lui-même avec des chevaux que l'on qualifie de faibles répondeurs à la vaccination, que ce soit de façon circonstancielle ou individuelle, avec des aspects génétiques, et je pourrais y revenir lors des questions s'il y en a. Donc, pour renforcer la protection au niveau individuel, la vaccination se doit d'être collective, mais ça amène cette notion de couverture vaccinale qui va faire l'objet de mes 2 dernières diapositives. Donc, la couverture vaccinale, de quoi s'agit-il? On le voit sur ce petit schéma, où on a un cheval, non vacciné, à gauche et une population vaccinée à droite. Si le cheval est infecté, il pourra passer le virus, donc transférer le virus à des chevaux au contact, mais si les chevaux sont vaccinés, on aura une atténuation et donc une protection d'autres chevaux, d'une autre population plus éloignée qui sera non vaccinée. Voilà ce qu'on appelle la couverture vaccinale. Alors je remercie le docteur Romain Payot pour ces belles figures qui illustrent bien cette notion de couverture vaccinale. Et on va voir maintenant ce qui se passe entre deux virus différents, un pour lequel on a une très bonne couverture vaccinale, c'est le vaccin de la grippe équine, et un pour lequel on le sait, la couverture est moindre, le virus de la rhinopneumonie. Donc vous voyez, si ce cheval en haut est infecté au milieu d'une population infectée par le virus grippal, au milieu d'une population avec une bonne couverture vaccinale, on aura très très vite une atténuation de la diffusion du virus, ce qui fait que ça va protéger les chevaux au contact. A l'inverse, concernant le HV1, si on a un cheval qui est infecté au sein d'une population avec une couverture vaccinale trop faible, on va avoir une très bonne diffusion du virus et donc une protection moindre. Donc ça illustre l'importance de cette couverture vaccinale et je voulais, avec cette dernière diapositive, vous montrer qu'il ne s'agit pas uniquement de théorie sur un schéma, mais on a pu, dans le cadre d'une étude qui s'appelait, dans le cadre du projet Overlord financé donc, par les fonds éperons et l'IFCE, réaliser une étude sur plus de 3000 échantillons de sérum et montrer que les chevaux avec vaccinés contre la grippe équine en France sont bien protégés. On a pu mesurer le taux d'anticorps et comme il existe ce qu'on appelle des corrélats de protection par rapport à cette maladie, on est capable de dire si le taux d'anticorps est suffisant ou non pour protéger le cheval. On rêverait d'avoir tout ça aujourd'hui en direct pour le Covid, mais il faut savoir qu'on l'a pour la filière équine et qu'au laboratoire, on est capable de mesurer avec un test qui s'appelle le test SRH ce taux d'anticorps chez les chevaux et de dire si les chevaux sont protégés ou non après la vaccination contre la grippe. Et le résultat est que sur 3000 échantillons, on a une couverture
de plus de 87%, ce qui est une très très bonne couverture. Ce qui explique très certainement que contrairement à d'autres pays voisins, la France a été indemne de grippe entre 2015 et 2018. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, où ça circule dans les pays autour de la France, j'espère ne pas porter malheur en faisant cette information, mais on n'a pas aujourd'hui de cas de grippe en France. Donc pour terminer, je dirais 3 points à retenir de cette présentation peut-être. Donc la vaccination qui présente des limitations peut-être, mais qui demeure un outil de prévention essentiel. Les mesures de biosécurité qui sont un élément essentiel aussi lors de rassemblements de chevaux. Et l'idée, c'est un petit peu de, quand ça commence à démarrer, avec la photo que j'ai mis en dessous, de très très vite mettre le couvercle hein, pour éviter que ça ne diffuse. C'est un petit peu l'image de l'extincteur de tout à l'heure et de ce kit Isobox dont je vous ai parlé. Et il faut agir vite, donc de façon méthodique, avec des outils adaptés lors du déclenchement de la crise, donc tester, tracer, isoler par l'eau. Et vous verrez, j'ai mis à la fin de cette présentation un lien vers le site d'URESP qui avait donné donc toutes les recommandations face à cette épidémie de Valence. Je vous remercie pour votre attention.